Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Je suis avec Pierre Mesley. Salut Pierre, comment ça va ? Salut Clément, bonsoir à tous. C'est vraiment super plaisant de vous retrouver, ça faisait longtemps. C'est vrai que ça faisait très longtemps que tu n'étais pas venu avec nous dans cette émission. Après, on a été un peu plus absent sur la deuxième partie de saison et puis on va expliquer pourquoi, hein, parce que c'est lié évidemment à cette saison un peu particulière. Déjà, évidemment, nous sommes à l'approche des fêtes. On vous souhaite par avance des joyeuses fêtes à tous, un joyeux Noël, une bonne année par avance, puisqu'on se reverra sans doute pas d'ici là. Et on voulait du coup tirer un peu le bilan sur cette saison F1 2023, Pierre, et parler de cette saison particulière parce que quand même, elle va rester, quoi qu'on en dise, dans les annales. Alors on est tous très fatigués, hein. Mais Est-ce que déjà on peut dire que 22 Grands Prix, 2 ans de suite, on est très fatigué, on n'a pas hâte du 24 ? Alors, on va relativiser, c'est-à-dire on est fatigué de voir d'une certaine façon, c'est les mêmes qui partent devant, c'est le même qui termine, mais fatigué aussi du rythme, c'est-à-dire on est arrivé sur quelque chose vraiment d'énorme, c'est-à-dire 22 courses. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, comme l'an passé. Les pilotes l'ont souligné, qu'ils étaient fatigués. Les équipes, n'en parlons même pas. Il y a un truc très bizarre au niveau du calendrier où on est sur ce tripletter là où des fois c'est 3 grands prix sur 3 semaines et puis après ciao bonsoir, il n'y a plus rien pendant de nouveau 3 semaines ou un truc comme ça. Et puis j'allais t'en parler, mais en plus de ça, le fait qu'on ait la moitié de la saison qui se déroule après la trêve sur 2 mois et demi, alors que la première partie de saison s'est déroulée sur quasiment 5 mois avec le même nombre de grands prix. Donc, ce qui crée sur la deuxième partie de saison un sentiment d'usure permanente. C'est ça, non, mais c'est vraiment usant. 24 grands prix annoncés l'année prochaine. Va falloir s'accrocher. Alors, le point en partie positif, c'est ça y est, enfin, au niveau du calendrier, ça commence à ressembler à peu près à quelque chose, mais il y a encore des dingueries et on n'arrive pas à comprendre pourquoi, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vient foutre le Grand Prix du Canada le 9 juin et le 23, on revient en Espagne pour la saison européenne. Enfin, je veux dire, il y a... Pourquoi pas rapprocher Miami du Canada ? Parce qu'on sait que le Canada, C'est c'est très ça. difficile à bouger par rapport à la température à Montréal, mais Miami pouvait être bougé en conséquence, bien évidemment. Sur cette saison 2022, du coup, au-delà de 2023, pardon, au-delà de l'intensité de la saison, ça a été une saison de domination de Max Verstappen. Avant que tu en parles, je vais juste rappeler quelques chiffres. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que si on parle de saison de domination dans l'histoire, je peux t'en citer 4 en référence. C'est Ascari en 52, Schumacher en 2004, Vettel en 2013 et Jim Clark en 63. Est-ce qu'on peut partir là-dessus comme étant 4 saisons de domination d'un pilote ? Oh, à mon avis, tu peux même rajouter... je sais pas si tu l'as dit, Hamilton en 2020. J'ai pas rajouté Hamilton en 2020, mais il était juste derrière. Mais oui, globalement, c'est le top, on va dire que c'est le top 5 des saisons de domination avant cette année. Et cette année a explosé tous les records, puisque alors, la saison la plus dominante en termes de pourcentage pour un pilote avant cette saison, c'était Alberto Ascari en 1952. Si vous comptez l'Indy 500 comme Pierre, comme étant une course de F1, Ascari a gagné 75% des courses. Si vous ne la comptez pas comme moi, Ascari a gagné 85% des courses de la saison. Cette année, Max Verstappen en a gagné 86,4%. Donc c'est une saison extraordinaire. Il ne loupe que 3 victoires. D'ailleurs, il ne loupe qu'un seul podium dans la saison et donc ne rejoint pas Schumacher qui avait fait une saison parfaite en 2002 en termes de podium. Exact, mais se met quand même deuxième dans l'histoire en termes de podium, devant Clark 63, devant Vettel en 2011, qui a fait une meilleure saison en termes de constance qu'en 2013, et devant Hamilton en 2015, qui avait été aussi extraordinaire, et bien évidemment Ascari en 52. Donc sur tous les plans, ça a été une saison extraordinaire de Max Verstappen, jusqu'à, il faut le dire, nous user un petit peu.
Bah, c'est le problème quand il y a une domination qui se met en place. Après, même si on les apprécie pas trop pour diverses raisons, mais on va dire que c'est surtout le management qui nous agace un petit peu. Mais bravo à Red Bull, bravo à Verstappen, parce que enfin quand je dis bravo à Red Bull, bravo à Christian Horner et à l'ensemble de l'équipe. Voilà, faut pas juste pointer une ou deux personnes. Une équipe pour que ça gagne, il faut des mécanos, il faut des stratèges, il faut des ingés. Enfin, je veux dire, tout le monde participe. C'est un effort collectif. La finalité, c'est le gars qui est derrière le volant, mais derrière, c'est une armada, quoi. Ils ont fait un super boulot, bravo à Honda, où le nom est revenu cette année avec Red Bull Powertrain, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc là, voilà, Honda peut vraiment peut de nouveau célébrer une couronne après celle de 2021. Donc ça, c'est très bien. Je veux dire, rien à redire, la voiture, elle a été exceptionnelle. Très fiable, alors que c'était peut-être l'interrogation qu'on avait. On a eu des fois un Max Verstappen qui se plaignait des fois de petites pertes de puissance, des fois en qualif ou quoi que ce soit, mais bon, le dimanche ça tournait comme une horloge. Donc ça, il a été exceptionnel en qualification. Après, on sait que le garçon, il a une grosse vitesse pure de base. Mais... On en parlera tout à l'heure des qualifications d'ailleurs, parce que c'est un point à part dans la saison, mais tu fais bien de dire qu'il a été extraordinaire en qualification. Sur les sprints, même s'il les aime pas, il les a quasiment toutes gagnées. Bon. Il laisse des miettes et il sort grandi d'une saison où il est passé devant des sacrés noms au niveau des stats, quoi. Et puis même au niveau des titres, parce que là il est à 3 titres. Est-ce que le problème quand les pilotes gagnent beaucoup de titres d'un coup, comme ça a été le cas avec Vettel, avec Hamilton, c'est qu'on a du mal à les digérer. On les digère sur l'après souvent par rapport à des pilotes qu'on a gagné de façon plus espacée, comme un Nelson Piquet par exemple. Et là, on se rend compte avec Verstappen, faut quand même se rendre compte qu'on est à 3 titres de champion du monde. Il est au même niveau qu'un Stewart, qu'un Loda, qu'un Ayrton Senna, qu'un Piquet, qui est son beau-père. Enfin, je veux dire, le gars. Devant lui, il y a déjà plus que 5 bonhommes, tu vois. C'est ça. Et quand tu vois les stats qu'on a donné tout à l'heure, en termes de pourcentage de victoire, alors ça sera très dur de rattraper sur une carrière Fangio, parce que Fangio c'est sur des saisons très petites et à une époque différente et avec une telle domination que peut-être qu'en pourcentage de victoire totale, c'est peut-être le seul record qu'il n'arrivera pas à chercher. Mais par contre, les records de victoire et de podium d'Hamilton et même ceux de Schumacher, les anciens, ça peut être très vite atomisé dans des saisons à 24 Grands Prix. Enfin, ce qu'il nous a fait cette année, c'est extraordinaire. Après, sur le nombre de podiums, le nombre de victoires, si ça continue à ce rythme-là, oui. D'ici par exemple 2026, parce qu'on va pas se mentir, moi perso, on pourra peut-être en parler en fin de vidéo, mais sur 2024, je pense que c'est mal barré. Là, le rendez-vous à se fixer, c'est 2026, où on sait qu'il y a des changements assez importants. Peut-être qu'il y a des équipes qui pourront tirer leur épingle du jeu. Ça, c'est un autre débat. Il faudra quand même relativiser les records de Verstappen, ou tout simplement ses statistiques, avec ce qu'on a parlé en début de vidéo, c'est-à-dire un nombre croissant de Grands Prix. Voilà. Oui. C'est-à-dire là pour ça que je parlais sur les pourcentages de Fangio, parce que c'est peut-être plus représentatif que forcément. C'est plus facile de gagner 10 courses par an quand on a 25 que quand on a 12. C'est ça. Tout comme si on extrapole un petit peu, c'est sur le record par exemple de victoire de Richard Petty en NASCAR. Quand on est sur des saisons où il y a 60 courses, qu'on domine, etc., c'est assez facile d'arriver à 200 victoires. Que maintenant où il y en a 36, quoi. Oui, non mais voilà, c'est que si depuis le début de l'histoire de la F1 on était à 16 courses chaque année, on aura un référentiel simple, mais c'est pas le cas, donc effectivement. Après,
Et dernière petite chose, si on compare Fangio à Verstappen, relativiser quand même le fait que même si comment dire, Fangio a eu des choix de carrière judicieux, la plupart de ses titres ont été quand même obtenus à chaque fois avec des teams différents. Oui, non mais on l'a déjà dit sur le site, mais c'est le seul dans l'histoire avec 4 constructeurs différents avec lequel il est champion du monde. C'est le seul à avoir switché de voiture en cours de saison et être champion du monde. Enfin, Fangio, c'est à part. Mais tu vois, là, depuis tout à l'heure, on parle de Clark, d'Hamilton, de Schumacher, de Fangio, on a parlé d'Ascari. Verstappen, on commence à le mettre déjà là-dedans. Et il est de 97, donc il va avoir 27 ans l'an prochain. Il est jeune, il est très jeune. Et c'est là où c'est assez impressionnant. Moi, je voulais juste te dire sur ce titre quand même. On en a déjà parlé avec Thomas à un moment, et je pense que tu étais aussi dans la discussion, que Verstappen n'a pas eu un beau titre encore, parce que 2021, le titre a été gâché par la polémique Michael Masi. 2022, ça arrive lors d'un Grand Prix du Japon, où il y a un imbroglio sur le week-end, et où il y a cette fameuse affaire du cap budgétaire. Et finalement, cette affaire du cap budgétaire, moi je trouve qu'il l'a un peu traîné toute cette année 2023. Alors, c'est pas de sa faute, c'est plus de la faute de son équipe que de la sienne. Il est là en tant que pilote, mais je trouve que ça ternit un peu la domination de Red Bull de se dire, lorsqu'il y a eu le début de cette réglementation, ils ont dépassé la limite. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas? Chacun, il pense qu'il veut. Moi, je pense qu'il s'était délibéré. D'autres pensent que non, et j'ai aucun souci là-dessus. Chacun son opinion. Mais le résultat est là, et pour moi, ça ternit leur titre encore aujourd'hui. Et tu ne peux pas demander au public de ne pas huer Verstappen, même si c'est pas bien, compte tenu de l'ambiance actuelle. Et je suis désolé, mais je n'ai pas analysé exactement les datas par exemple de Twitter ou les datas des vidéos F1, mais je pense que les deux moments qui ont le plus fait vibrer le public cette année, c'est le sprint au Qatar et le Grand Prix de Singapour. Oui. Donc les deux moments où la Red Bull est en difficulté et où des écuries viennent la malmener et gagner. Comme on a connu à l'époque, c'était en 2000... j'ai peur de dire une bêtise, ça remonte un petit peu, mais je crois que c'est en 2012 ou en 2013, je crois. 2013, tu vas dire. 2013 à Silverstone, où Vettel a un problème, il est obligé de s'arrêter. Et de mémoire, c'est Rosberg qui gagne la course, et la foule, elle est en délire, quoi. Oui, voilà. Mais parce que pareil, on était reparti sur une ultra domination Red Bull, et puis voilà. Après, alors il y a cette histoire de dépassement de budget. Pour ma part, je me suis déjà prononcé là-dessus. Moi, j'ai trouvé la FIA très clémente, et enfin trop clémente même. On va pas se mentir. C'est-à-dire qu'avec les sanctions reçu par Red Bull, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Je m'explique. Demain, n'importe quelle écurie, du coup, vu les sanctions qu'a reçu Red Bull, peut se permettre de faire un dépassement de budget en mettant un petit peu ce qu'ils veulent pour tirer un avantage. Personnellement, il y a un dépassement de budget, pour moi, t'as enfreint les règles du jeu. Même si c'est pas méchant, même si c'est très léger, t'enfreins les règles du jeu, t'es disqualifié, basta, terminé. C'est McLaren 2007, alors pour des faits bien plus graves évidemment, mais 0 point à la fin du championnat constructeur. C'est ça. Terminé. Ça, je veux dire, on a un septuple champion du monde allemand, bon, qui n'était pas à l'époque, il était que double, mais qui a fait une manœuvre antisportive qui a terni son image, qui a terni au passage l'image de la F1 qui aurait pu s'avérer dangereuse, qui a été disqualifié à l'époque. Il a gardé le bénéfice de ses victoires, mais il a été disqualifié. Absolument. On lui a laissé ses stats et ses trophées, mais on lui a juste exclu du championnat. Et ce qui aurait été... Enfin, moi, j'entendais des propositions. Oui, il fallait mettre les deux Red Bull en fond de grille. Ça aurait servi à rien. À chaque Grand Prix. Alors, ça sert à rien doublement parce que déjà, les pilotes ne sont pas responsables de la situation. Ouais. C'est pas eux qu'on demandait à l'écurie de tricher. Et si tu fais cette proposition-là, tu ouvres une boîte de Pandore où les 10 écuries peuvent se dire... moi aussi je vais le faire. C'est ça. Puis quand on sera 8 écuries à être pénalisées de 25 places sur la grille, finalement tu repartiras 6ème de toute façon. C'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est des propositions qui ne servent à rien. Mais c'est un débat qui va durer en longueur et on peut être sûr d'une chose, c'est que si en 2024 on a encore une domination de Verstappen, c'est quelque chose dont on parlera. Et si des écuries comme McLaren, comme Mercedes, comme Ferrari reviennent dans la lutte en 2024, ce sera oublié et Verstappen
aura redoré son image au fur et à mesure. Et le pauvre, pour moi, il est pas responsable de la situation en plus. Donc c'est là où je trouve ça dommage pour lui. Non, Mais c'est quelque chose qu'on verra sur le long terme de toute façon. Mais la F1, je suis d'accord avec toi, a loupé une occasion de faire partir son règlement sur des bonnes bases. Mais tout comme certains champions, où on a beau tourner le problème dans tous les sens, alors est-ce que des fois ils sont au courant, est-ce que des fois ils sont pas au courant? Je reprends des exemples notamment concernant Nelson Piquet, notamment le fameux titre de 83, où il y avait de très très fortes suspicions autour de la Brabham, notamment avec une essence non conforme, etc. Bon, ça reste à prouver. Pareil, le premier titre de Schumacher au niveau de 94, il y a de forts soupçons de triche. Est-ce qu'il était au courant, est-ce qu'il n'était pas au courant? On est sur des fois des décisions d'écurie qui impactent le pilote qui est au courant ou pas, mais où ça ternit le palmarès, quoi, d'une certaine façon. Dans le cadre de Verstappen, c'est un petit peu dommage. Passons, si tu le veux bien, dans cette deuxième partie d'émission, au point positif, au top et au flop de la saison. Je te propose qu'on parle à tour de rôle rapidement de choses qu'on a aimées et qu'on a moins aimées. Commençons par les points négatifs, comme ça on finira sur une bonne note, mais commençons par les flops. Est-ce que tu as un flop à me donner comme ça? Bah comme ça, As. Vas-y, je te laisse en parler. Alors, en vrai, j'en ai deux. Mais vas-y, tu peux... C'est quoi ton deuxième? Le deuxième, c'est AlphaTauri. Mais c'est un flop un peu plus mesuré. Je m'explique. As, bon, je pense que ils sont très gentils, mais je pense que même eux commencent à se demander qu'est-ce qu'on fait en F1, quoi. Ça, c'est la première chose. Ils sont arrivés sur moi, je trouve Gunther Steiner très véhément avec la proposition d'Andretti en disant qu'ils ne vont rien apporter par rapport à ce que lui apporte. Et je trouve qu'on est très complaisant avec Gunther Steiner par rapport au personnage, je le dis à chaque fois, mais par rapport au personnage qu'il est dans Drive to Survive. Et quand on regarde les résultats de Gunther Steiner en F1, que ce soit à l'époque Jaguar ou maintenant avec As, hormis la saison 2017 et 2018, je trouve qu'on est très très complaisant avec Steiner par rapport à d'autres directeurs d'écurie. Bah ça c'est clair, d'autant plus que, moi après je pointe pas le team principal ou qui que ce soit d'autre. Moi ce qui me dérange, c'est ils ont un concept qui actuellement ne fonctionne plus, c'est-à-dire 2 ou 3 entités distinctes pour une seule et même monoplace, c'est terminé, ça marche plus. C'est-à-dire le moteur, on va le prendre chez Ferrari, le châssis c'est Dallara, truc bidule, c'est je sais plus qui s'en occupe. Bah je suis désolé, mais on est un petit peu arrivé au bout du truc. C'est-à-dire soit à un moment donné, ils construisent une usine en Europe avec une soufflerie, machin, etc. Mais ils peuvent, le concept des on prend les pièces façon Lego et on assemble, ça ne marche plus. Ils se sont heurtés à un problème qui a duré toute la saison avec une Haas qui était super rapide sur un tour. Ils ont d'ailleurs sorti de très bonnes qualifs, ça c'est le seul point positif. Mais ils étaient sur des conditions où en course, la voiture bouffait du pneu à vitesse grand V. Ils n'ont jamais été en mesure de résoudre ce problème. Et ça leur a coûté de gros points. Ça leur coûte de gros points et au final, ils finissent dernier du championnat. Oui, je te rejoins là-dessus, juste pour ajouter sur les flops. Non, vas-y, fais les écuries d'abord. Et puis deuxième, AlphaTauri, c'est-à-dire saison très 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 compliquée, très dure pour Tsunoda. De Vries qui a été débarqué en cours de saison, je trouve que l'arrivée de Ricciardo a fait un peu de bien, l'arrivée de Lawson a fait du bien, et en fait l'AlphaTauri a commencé de nouveau à bien fonctionner en fin de saison, quand elle commençait entre guillemets à bénéficier des améliorations Red Bull. C'est quand même bizarre ça. Oui, non, mais t'as toujours ce questionnement bien évidemment qu'on aura, mais bon, en attendant ils ramènent 2 écuries sur la grille et la F1 peut pas trop venir titiller là-dessus malheureusement, mais oui t'auras toujours cette question-là sur tiens, bizarrement les AlphaTauri ont tout d'un coup plus de performance par rapport à leurs rivaux directs que sont As et Alfa Romeo. C'est ça. Bon, maintenant je te laisse venir avec tes flops. Alors moi comme flop j'ai un pilote, enfin c'est un demi-flop, mais
Logan Sargent, très gentil comme garçon, mais vraiment, j'en discutais la dernière fois avec Aurélien de notre équipe, il a un peu le syndrome Sergei Sirotkin, c'est-à-dire qu'il n'est pas lent, il n'est pas rapide, mais juste, il est inintéressant au possible, il n'y a rien à en tirer. C'est un PNJ qui pourrait être remplacé par un autre PNJ. Moi, je milite pour Felipe Drogovic, au moins qu'on lui laisse sa chance, quand même, après tout, c'est un champion de F2, ce que n'est pas Logan Sargent. Je ne l'ai pas trouvé, extrêmement mauvais. De toute façon, aucun des pilotes de la grille actuelle ne l'est réellement, même Nick De Vries. Mais quand tu vois les performances d'Albon, que ce soit sur un tour ou en course, tu as quand même un sacré gap. Et on lui laisse sa chance pour une deuxième saison, je veux bien. Par contre, je serai intransigeant, il ne sera plus rookie et on ne peut pas le laisser faire ça. Ça, c'est mon premier flop. Mon deuxième flop est aussi américain. C'est le Grand Prix de Las Vegas. Alors, je ne parle pas de toute l'organisation qui a été ce qu'elle a été, du prix, je m'en fiche, d'accord. Je sais, moi, je suis contre ça de base. Je trouve que, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, les Destination Race, c'est la mort de la F1 et on s'y dirige tout droit. Enfin, la mort de ma F1, la naissance d'une autre. Le problème que j'ai, c'est la façon de filmer et que j'ai sur plusieurs circuits avec la réalisation. Mais là, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne en tribune, qu'il n'y avait pas de tribune, que le strip était mort, que toute la partie autour de la sphère, il n'y avait pas de tribune. D'ailleurs, quand j'en ai parlé avec des amis qui ont regardé la course, ils m'ont dit « Mais t'es sûr qu'il y avait des tribunes autour de la sphère ?» Oui, autour de la sphère, c'était rempli de tribunes dans la courbe d'avant, mais on n'arrivait pas à les filmer, on ne voyait pas de spectateurs, c'était froid et glacial. Et j'ai trouvé ça un peu à l'image de la température qu'il faisait à Vegas, où les mecs étaient en doudoune au milieu du désert. Et je trouve ça très dommage que la F1, qui a voulu nous vendre un produit qui était mieux que Monaco, mieux que Singapour, mieux que Bakou, mieux que Jeddah en termes de circuit urbain, nous ait rendu un endroit qui était froid et morne, alors que la course, elle, ne l'était pas. Donc c'est mon flop un peu consensuel, parce que si je devais réellement parler de ce que je pense de ce genre de course, le papier est déjà sur le site depuis longtemps. Ouais. Voilà. J'ai pas besoin d'en parler. Donc c'était mes deux flops. Et puis on rappelle que pour 2024, évidemment, la F1 a tiré les leçons de 2023, c'est-à-dire le Grand Prix de Las Vegas se tiendra le 23 novembre. Et oui, bien sûr, mais tu sais, on sait apprendre des erreurs en F1. Cette année c'était le 18, l'année prochaine c'est le 23. T'es top. Alors dans les tops, je vais parler d'Aston Martin et... Alors, je vais parler d'Aston Martin sur la première partie de saison. Voilà, j'allais dire avant la trêve peut-être. Ouais, mon vrai top, c'est Alonso. J'ai retrouvé... et pourtant il a 40 piges, hein. Mais j'ai retrouvé le Fernando Alonso de 2004-2005 et même 2012. J'ai même peut-être un peu retrouvé 2012 en daron qui sait ce qu'il fait. C'est ça. C'est un vieux roublard maintenant, Alonso. Mais les batailles qu'il a pu offrir, notamment celle avec Pérez à Interlagos, elle est magique. C'est là où on voit... Même avec Hamilton. Enfin, je veux dire, moi, c'est surtout... celle à Interlagos, même si c'est peut-être la plus récente en mémoire. Mais la roublardise d'Alonso dans toute sa splendeur. Le gars prend une trage différente pour mieux réaccélérer, etc. C'est de la malice à l'état pur. Alors qu'on savait très bien que l'Aston, elle était en deçà de la Red Bull. Mais là, concrètement, c'est Alonso qui vient chercher le podium. C'est Pérez qui le passe, Alonso qui le reprend juste après, etc. C'est magnifique. Alors, c'était, je sais plus, c'était pour une 3e place, je crois. C'était pour la 3e place de mémoire. Mais magique. Enfin, c'est quelque chose, on aurait voulu le voir un peu plus souvent pour la victoire, quoi. Enfin, on a vécu une saison difficile parce que grosse domination, mais parce que une grosse domination pour la victoire. Mais derrière, par contre, il y avait des trucs, il se passait des trucs de dingue. Deuxième chose, McLaren, ils arrivent à Bahreïn, ils sont nulle part. Et puis ça commence à arriver. Il y a une première, il y a des premières évos à Bakou. Ils en remettent en Autriche, etc. Et puis à partir de l'Autriche, ça commence à fonctionner. Et puis pour moi, le vrai top, c'est Piastri.
Enfin, je veux dire, le gars nous a fait un feuilleton du feu de Dieu où il le voulait pas forcément en 2022, mais ça a été le méga feuilleton de l'été 2022. Et puis bah là, en 2023, il coche toutes les cases, voire plus. Il gagne même une course de sprint. Chapeau. Oui, oui, et même si c'est pas un vrai Grand Prix, gagne en F1 avant Norris, son coéquipier, C'est et ça. il envoie un symbole fort. Et tu parlais d'ailleurs de cet été rocambolesque, et il me semble que McLaren a encore un, j'ai oublié le nom, va au tribunal, pardon, contre Palou, donc lors du fameux été où McLaren avait 15 pilotes sous contrat C'est ça. pour 8 sièges. On Ouais. avait beaucoup rigolé à cette époque. On avait même fait, je crois, une vidéo. Oui, Donc, on avait fait une émission et voilà. juste après qu'elle soit sortie, ils avaient engagé en Formule 1 un pilote qui était en dehors de leur roster de 15, alors qu'on les avait déjà tous placés dans les trucs. Enfin, c'était magnifique. C'était, Bon, on vous invite à aller voir la vidéo si vous avez un peu de temps à perdre. Donc, non, mais t'as raison de parler de Piastri, ça a été une super saison pour un rookie et je trouve que parmi les champions de F2 qu'on a eu ces dernières années, c'est le plus enthousiasmant depuis Russell, sans hésiter. c'est ça. Et Et toi, dans tes tops? Je vais parler des qualifications parce que j'ai détesté cette saison sur les Grands Prix que j'ai trouvé d'un ennui morne. Mais alors, qu'est-ce que j'ai adoré les qualifications. J'en ai un peu parlé sur Twitter, sur le compte du podcast, mais cette année, on a eu sans doute les qualifications les plus serrées de l'histoire. Je suis en train de faire les calculs, j'en suis rendu aux années 2000 et je pense qu'avant, on ne pourra pas avoir plus serré. Donc c'est pour moi les plus serrés de l'histoire. En moyenne sur la saison, le pilote le plus lent, c'est Nyck de Vries. Il est à 102,3% en rythme de qualif. À une époque, on parlait de la règle des 107% pour exclure ou non un pilote pour la course. Cette année, la pire performance qu'on a eue pour un pilote, c'est Pierre Gasly, qui le pauvre n'avait pas eu le temps de faire réellement un tour lors d'une qualif. Je ne sais plus exactement où est-ce que c'était. Il me semble que c'était en Azerbaïdjan. Et il était à 104,6%. Donc très loin des 107 encore. Hein. Et 104,6%, pour ceux qui se rappellent de notre jeunesse, c'était un très bon écart lorsqu'on parlait des Caterham et des Marussia. Qui étaient au-delà de ça. Et c'est ce qui est absolument dingue. Il y a 18 pilotes sur les 22 qui ont participé à la saison qui sont dans les 102%. Il y en a 8 qui sont dans les 101%. Et malgré ça, Verstappen a 4% d'avance sur Charles Leclerc qui sont plus proches poursuivants. Malgré des qualifs ultra serrés. Et je pense, du coup, je pense que la plus belle, c'est quand même la Hongrie. 3 millièmes entre le premier et le deuxième. Mais alors, les millièmes, tu vois, c'est pour ça que moi je parle en pourcentage parce une seconde sur un circuit d'une minute 30, c'est pas la même chose que sur un circuit d'une minute 10. Mais oui, la Hongrie, ça fait partie des qualifications assez extraordinaires qu'on a eues, qui sont un peu lissées par le fait que Yuki Tsunoda se troue et qui nous fait un temps moyen pas exceptionnel. Mais tu regardes les USA et le Brésil, au Brésil, on est en moyenne. Les pilotes sont en moyenne à 100,7% en moyenne des 20 pilotes présents. Le temps le plus haut, il est à 101,7. Ouais, non, c'est énorme. On a vécu des qualifications où des pilotes de haute grille pouvaient ne pas passer en Q2. On a vu des Sergio Pérez, des Lance Stroll qui avaient des voitures très performantes, même si ce n'étaient pas les meilleurs pilotes sur cette saison, mais se trouer. On a vu des Alpines parfois sortir dès la Q1. On a vu des As aller jusqu'en Q3. Ça a été, d'un point de vue qualification, tu as eu des résultats qui étaient extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Et malgré tout, Max Verstappen très dominant sur cet exercice, mais quand même, ça a été un exercice plaisant, que ce soit au niveau des performances des pilotes et au niveau des performances des teams. Le team le plus lent sur la saison, c'est Alfa Romeo qui a 101,6%. À 101,6%, tu vois, quand je remonte, moi, il y a 15 ans, c'était un milieu de grille. Tu vois, c'était l'écurie qui était top 5. Ouais, bon, après Alpha. Et après Alpha, tu vois, tous les deux, on est d'accord pour dire que ça a été très lent en qualif cette année. Mais il n'y a pas qu'en qualif où ils ont été lents. Mais en termes d'écart, tu vois, c'est un truc que tu voyais il y a 15 ans pour un milieu de grille, tu vois. Genre, Alpine et Aston Martin, les écarts qu'ils ont en qualif par rapport à la tête, c'est des écarts d'écurie qui faisaient top 2. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant. Et j'aime ces qualifications. Et le jour où on aura des courses à la hauteur de ces qualifications, cette réglementation prendra toute son
tout son sens et ce sera extraordinaire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ça, c'est mon top de la saison. Mon deuxième, c'était Piastri, mais t'en as bien parlé et il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc voilà, mon top c'était les qualifs et je voulais en parler longuement parce que c'est vraiment. J'ai hésité à faire cette émission et on s'en a parlé ensemble avant parce que je me suis énormément ennuyé sur la saison et que je n'avais pas intérêt de parler d'un truc que j'ai pas aimé. Mais ces qualifs, et je pense que ça s'entend quand j'en parle, j'ai pris un pied monstrueux dans ces qualifications toute la saison. Vraiment, il n'y a pas une qualif que j'ai loupé cette saison. Alors que des courses, j'y suis allé un peu reculant. On va le dire, hein, au bout de. Enfin, je parle pour moi, Clément, hein, donc je te mets pas dedans, mais bon, honnêtement, au bout de la 6e course, regarder le Grand Prix, c'était une torture. Regarder une sprint, il n'y avait aucun intérêt. Par contre, c'est vrai que les séances de qualif, on regardait. Alors, il y avait certains circuits où, bon, quand tu vois les chronos qui sont faits en libre 1, libre 2, libre 3, bon, t'as compris que voilà. Oui, parce que c'est des longs relais et on sait voilà, donc, t'as raison. Voilà, mais donc, sur une qualif, ouais. Surtout avec parfois des conditions changeantes. Ça pouvait vraiment être pas mal parce que le temps de faire chauffer les pneus, trouver la bonne fenêtre, etc. Même si t'as un missile, des fois ça peut jouer. Et tu parlais d'à partir de la 6e course de la saison. Tu vois, je pense j'ai pas retrouvé les archives de la rédac, mais je pense qu'entre Miami et l'Espagne, entre ces grands prix-là, qui sont entre la 5e et la 7e course, on a tous compris comment allait être cette saison, parce qu'on a suffisamment vu de F1 dans notre vie. On joue pas les savants, mais on est des vieux sages qui avons vu beaucoup de saisons et on savait comment ça allait tourner. Donc effectivement, ça nous accrochait moins en course et pourtant ces qualifs étaient très souvent serrés. Hein. On a connu la domination Ferrari, donc on sait un petit peu comment ça fonctionnait. On a connu la domination Red Bull, on a connu la domination Mercedes. On en avait parlé ensemble, hein, mais quand Verstappen commence à en gagner 3, 4, 5 de suite, moi j'ai très peur qu'il nous fasse une Vettel 2013, mais sur toute la saison. Et si on n'a pas Singapour cette année, il nous fait ça. C'est ça. Donc, et encore, on se demande comment ils ont pu, pardonnez-moi l'expression, mais comment ils ont pu chier Singapour. Parce que c'était vraiment, c'est le tracé type Red Bull, quoi. Non mais je t'épargne ça, hein, mais si t'enlèves le rythme en course de chaque pilote sur sa pire course, c'est-à-dire de Verstappen, course et qualif, pardon, de chaque pilote sur son pire Grand Prix, donc Verstappen c'est Singapour, l'écart que met Verstappen au reste, parce que ça le plombe vraiment, Singapour, sur ses rythmes totaux, mais tu enlèves ça, mais c'est indécent ce qu'il met en rythme au reste. Et quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait 8 pilotes dans les 1%, Sergio Pérez est 7ème seulement. Hein. Il y a quand même 5 pilotes entre lui et son coéquipier. Voilà, pour qu'on remette un peu aussi en perspective les choses. Je pense que Sergio Pérez, alors, si on doit en parler un tout petit peu, moi je trouve qu'il a fait une saison mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire il a très bien démarré. Après, je pense que c'est par rapport à l'orientation des évolutions, même s'il n'y en a pas eu énormément sur la Red Bull, où ils ont stoppé très tôt et où ils sont concentrés sur 2024, justement pour essayer de niveler par rapport aux sanctions du dépassement de budget. Moi je trouve que Pérez a fait une saison honnête, il s'est peut-être vu trop beau trop tôt. Quand après 4 Grands Prix ils en ont gagné 2 chacun, je pense que là oui, c'est là où il a... Et gros point faible, la qualif, où il a souvent sous-performé et du coup le dimanche il était condamné à des remontées. Quand on est condamné à des remontées, on surpilote, donc on fait forcément plus d'erreurs. Quand en plus on n'est pas en confiance dans la voiture, ça aide pas. Quand en plus on a un directeur non exécutif qui balance des rumeurs toutes les semaines dans la presse où vous êtes sur un siège éjectable, machin, etc. J'ai pas trouvé, j'ai pas compris à quoi servait cette campagne médiatique contre Pérez, sachant qu'actuellement ils avaient personne dans leur puits pilote qui pouvait être à la hauteur de Pérez. C'est-à-dire, on va pas se mentir, moi un Ricciardo qui revient chez AlphaTauri, qui fait quelques grands prix en 2023, en 2023,
c'est pas pour ça que tu le mets dans la Red Bull en 2024, hein, soyons Oui, très et puis clairs. on est tous très contents du retour de Ricciardo, mais pour autant, on n'avait pas, quand on a vu sa saison 2022, on n'était pas étonné de le voir s'envolant en début d'année 2023. C'est ça. C'est ça. Et va se poser la question de l'intérêt du championnat de Formule 2. Je m'explique. Comment se fait-il que, à l'aube de la saison 2024, comme ça a déjà été le cas l'année dernière, comment se fait-il que le champion de l'antichambre de la F1 ne puisse pas disposer d'un baquet? Ça, c'est un truc qu'il faudra m'expliquer. Drugovic actuellement n'est pas titulaire en F1. Pourchaire ne sera pas titulaire en F1. Concrètement, à quoi ça sert d'être champion de F2? Et pourtant, je trouve qu'on a eu du mieux depuis qu'on est passé en F2 plutôt que le GP2, où là vraiment, on se souvient de certaines années où les pilotes ne venaient jamais à F1 ou longtemps après. Là, ces dernières années, entre Russell, Schumacher, Piastri, Charles Leclerc, exactement. Il n'y avait que De Vries, mais bon, c'était une année où les 3 pilotes qui se battaient pour le titre, lui, Filippi et Latifi, étaient déjà plutôt âgés pour des pilotes de F2, donc on savait qu'il n'y avait aucun qui avait vraiment le matériel d'être un top pilote en F1. Mais oui, tu l'as dit, ouais, pour Drugovic, on se posera la question et on verra pour Pourchaire par la suite. Mais bon, ça, c'est d'autres questions qu'on se posera. Mais tu as raison, il fallait qu'on parle de Perez pour terminer, qui a vécu une saison délicate, pas aidé par l'environnement de Red Bull, pas très sain, mais je pense qu'aussi, c'est un peu monté la tête après l'Azerbaïdjan et que sa performance à Miami et à Monaco à la suite l'a pas vraiment aidé à se mettre dedans, et que jusqu'à la trêve, ça a été compliqué quand même. Non, mais je rejoins son analyse, mais voilà, c'est-à-dire quand il y a des saisons avec des dominations comme ça, on essaye de se rattraper par rapport à ce qu'il y a derrière. Il y a eu des choses vraiment intéressantes, d'autres un peu moins plaisantes. Je dirais que finalement on s'en sort bien avec que 22 courses. À la base il y en avait 23 de prévues, je crois. Il y a l'Émilie-Romagne qui était sous les eaux, donc bon, c'était un petit peu compliqué. Et, il y avait même 24 de prévues à la base parce qu'il y avait la Chine. Oui. Bon, à voir, mais je suis pas très optimiste pour 2024, mais bon, ça, on verra. On n'y est pas encore. Ce sera une autre saison. Je te remercie d'avoir fait cette review de la saison, de m'avoir motivé à la faire aussi, parce qu'on va être très honnête. Hein, c'est toi qui m'as poussé et tu as eu bien raison. Je te remercie, Pierre. Encore une fois, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en 2024 pour, on l'espère, une saison de F1 plus excitante. Pour, on le sait, une saison de WEC encore mieux qu'en 2023 pour la NASCAR, l'Indy, toutes ces choses-là. Et puis on vous dit à très bientôt sur Multi21. Salut! On n'oublie pas le petit pouce, la petite cloche, et puis en commentaire, vous nous partagez vos tops, vos flops, vos impressions. Si on a dit des bêtises, vous pouvez nous corriger, il n'y a pas de souci. Passez de très bonnes fêtes, on compte sur vous, prenez soin de vous. Soyez heureux et puis on se donne rendez-vous en 2024. Ciao tout le monde. Salut.